Bonsoir, heureux de vous retrouver dans ce point DIAF TV en ce jeudi 18 mars 2021. Dire de lui qu'il est une ressource majeure dans l'écosystème des médias camerounais, voire africains, est une lapalissade. Il cumule un peu plus de 3 décennies dans ce domaine qu'il embrasse très tôt alors qu'il est encore étudiant en France. Radio France Internationale, Jeune Afrique se sont payés ses services. Plus tard, il débarque au Cameroun à la SART Media Corporation qui produit alors le quotidien Mutation. On est en 2003. Il y reste un peu plus de 14 ans durant, puis va déposer ses valises dans une nouvelle maison qui est alors entre les mains d'un autre patron des médias camerounais depuis quelques temps, Amour Bellinga. Ça se passe à l'anecdote, où il est directeur de publication. Et il n'y restera pas plus longtemps que le temps d'une année. Depuis quelque temps, il a déposé ses valises et il nous a rassurés pour bien longtemps sur Humanitarian TV. J'espère qu'il prononce bien. Une nouvelle chaîne qui fera bientôt parler d'elle, nous a-t-il dit, parce qu'il y est associé à un peu plus de 40%. Oui, chers web téléspectateurs et téléspectatrices de DIAF TV, vous l'avez bien compris, nous avons l'honneur cet après-midi d'avoir pour invité un journaliste chevronné. Il est également enseignant des journalistes. Et puis, c'est aussi un auteur d'ouvrages. Il a écrit notamment Tchad de demain et un autre ouvrage sur la Centrafrique. Oui, vous l'avez deviné, Xavier Messé Atiati est notre invité cet après-midi. Xavier Messé Atiati, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation sur DIAF TV. Bonjour Monsieur Ngassa, je vous remercie énormément. À vous écouter parler de moi, je me demande s'il s'agit de moi. J'ai l'impression que vous me connaissez mieux que moi-même, parce que vous avez fait un récit des passages avec juste quelques petites erreurs. Ce n'est pas 3 décennies de métier, c'est 4 décennies. 4. Ah oui. Vous savez, quand on commence à travailler, quand on sort de l'école très tôt, on ne voit pas le temps passer. On travaille et on a l'impression qu'on joue. C'est ce qui m'est arrivé. Ensuite, je n'ai pas été directeur de publication au groupe L'Anecdote. J'ai été directeur des rédactions. Vous savez, c'est un groupe qui a plusieurs médias. Il y a 2 ou 3 titres de journaux. Il y a une télévision, 2 télévisions. Et puis, il y a une radio qui émet à Yaoundé. Alors, j'avais eu ici effectivement. Le directeur de publication est plutôt j'étais directeur des rédactions, donc il fallait coordonner un certain nombre d'activités dans toutes ces rédactions un peu éparpillées. Donc, ce travail, en dehors de cela, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et merci. Hein. C'est aussi pour cela que nous revenons souvent sur ces trajectoires-là. Des gens qui ont marqué, n'est-ce pas, le temps par la qualité de leur travail. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur DIAF TV cet après-midi. Mais alors, monsieur Messé, lorsqu'on a la trajectoire qui est la vôtre, est-ce qu'on reste le même face à des sollicitations? Est-ce que vous avez changé? Oui et non. Oui, d'abord j'ai changé parce que j'ai vieilli. J'ai commencé à travailler très tôt. Vous savez, j'ai rejoint la rédaction de Jeune Afrique à 26 ans. 26 ans, c'est quand même pas vieux. Et puis, quand on commence à travailler à cet âge-là, on ne voit pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, 70 ans, 71 ans, on voit les choses différemment. Donc, j'ai beaucoup changé physiquement. Il semble que j'étais un beau garçon. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Bon, donc, j'ai changé. Alors, là où je n'ai pas changé, c'est que je suis resté le même. J'ai eu une éducation de base. J'ai eu une éducation façonnée par l'Église catholique, dans la stricte rigidité, l'humilité, la simplicité. Ça, c'est des choses qui
Même si je devenais le pape, je resterais le même. Mes parents m'ont appris à être sociable. L'encadrement dans les écoles confessionnelles, ça a continué de me faire maintenir dans cette humilité, dans cette simplicité. Ça, c'est des choses, des valeurs qui ne me quitteront jamais. Et puis, j'ai gardé les mêmes amis, en dehors de ceux qui ont été rappelés à Dieu et qui m'ont précédé au paradis. J'ai gardé les mêmes relations. Et puis, voilà. Donc, en quoi je n'ai pas changé. Merci. Je n'ai pas changé de métier aussi. Voilà, merci pour ces clarifications. Et je note également que au-delà de ce petit couac, que dans vos différentes collaborations, vous êtes de nouveau en poste pour longtemps. Donc, confirmant ainsi que vous êtes généralement un collaborateur ou alors un intervenant qui sait garder la confiance et être lui-même quelqu'un de confiant. La preuve, vous avez passé 14 ans au quotidien Mutation et nous souhaitons que vous restez également longtemps chez Je fais une autre petite précision. J'ai totalisé 17 ans à South Media Corporation. 17 ans au total. Merci. Ce n'est pas 14 ans, 17 ans. Ben voilà. C'est-à-dire avoir été secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, d'abord chroniqueur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de publication. On totalise 17 ans, c'est pas 14 ans. Merci. Pour me faire un petit gain de 3 ans. Non, c'est important. Merci de le préciser. Parce que parfois, quand on voit des gens qui sont encourus par des groupes médias, on se demande bien pourquoi. Ce n'est pas rien. C'est parce qu'ils cumulent un certain nombre d'années d'expérience et surtout une certaine qualité dans l'exercice de leur métier. Alors, juste pour que nos téléspectateurs qui nous suivent en soient rassurés, c'est bien parti de la France que vous entrez directement au quotidien Mutation. C'est bien ça? Parti de la France, vous dites? Oui. Je demandais si c'est une fois revenu au Cameroun que vous commencez directement en Mutation. Non, pas du tout. D'accord, dites-nous, ça se passe comment? Parce que non, si vous voulez que je précise la question, il y a une certaine opinion qui laisse à penser que Monsieur Messé est revenu du on ne sait où, on ne sait tout, et puis est arrivé directement dans la maison du frère. Expliquez-nous que ce n'est pas vrai, dites-nous. Mais vous savez, lorsque vous m'avez invité à votre émission, lorsque nous avons échangé pendant une semaine, un peu plus, je vous ai dit, il y a une chose que je n'aime pas, c'est parler de moi. C'est vrai, je le confirme. Vous êtes en train d'utiliser les stratégies de journalistes pour arriver à parler de moi sans l'avoir voulu. Parce que je vous ai donné des raisons. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été élevé dans l'humilité, dans la simplicité. Et lorsqu'on parle de soi, on va dire que j'ai ceci, j'ai fait ceci, je suis ceci, je suis ceci. Vous avez tendance à être présomptueux. Oh, c'est pas dans ma nature. Et je peux vous assurer que depuis que je suis au Cameroun, j'ai accordé une seule interview où j'ai parlé de moi. Une seule. Parce que ce journaliste-là, qui a réussi à courir derrière moi pendant 2 ans, je ne vous donne pas son nom, c'est quelqu'un qui est très connu au Cameroun. Il a été mon étudiant. Et la maison qu'il emploie aujourd'hui, il lui avait dit, écoutez, si vous nous amenez Xavier Messé pour faire sa trajectoire, on vous recrute demain. Alors, il m'a dit, il m'a touché par la corde la plus sensible, vous ne pouvez pas avoir contribué à me former et puis vous me refusez l'opportunité de me faire recruter. Je lui ai dit, comme il en est ainsi, allons-y. On a commencé, il a tourné sur moi, il a tourné pendant une semaine. Il était toujours derrière moi, il me suivait au bureau. Et c'est la seule et unique fois. Je dis ceux qui veulent connaître ma vie, s'ils estiment que ma vie est importante, professionnelle surtout, mais ils n'ont qu'à se renseigner comme vous l'avez fait.
Alors, vous arrivez à me faire parler de moi, je dis, non, je ne suis pas, je suis peut-être petit modèle en ce qui concerne les vertus, mais je ne suis pas quelqu'un qui essaie par l'intelligence, par le professionnalisme. Non, je fais ce que je peux, les gens suivent. Alors maintenant, vous dire quand est-ce que je suis sorti du ventre de ma mère et quand est-ce que j'ai arrêté de téter ma mère, quand est-ce que je suis revenu au Cameroun, qu'est-ce que j'ai fait ici, là. Pas jusque-là, c'est pas important. Vous avez demandé, vous risquez de me demander combien de fois je me suis marié, ça c'est sûr. Hein. Non, nous resterons sur le domaine purement professionnel. Alors, monsieur Xavier Messier, vous venez d'où lorsque vous atterrissez donc à Mutation? Ben, là, vous insistez. Vous insistez. C'est pour la jeunesse qui vous suit. Vous avez vos jeunes étudiants, vous avez vos collègues jeunes qui vous suivent, qui sont admirateurs du grand journaliste que vous êtes et qui aimeraient comprendre quelle est la trajectoire de ce grand homme. Je viens de RFI, où je présentais le journal du soir à 20h. Un jour, j'ai dit que je rentre chez moi. Tout le monde était surpris de savoir que je rentre. Qu'est-ce que vous... J'ai dit non, je rentre. Je peux vous assurer que toute la rédaction était ébahie quand je leur ai dit je rentre. Parce que j'avais un projet. D'abord, je me suis dit, des gens comme moi, il y en a plein en Europe. Et des gens comme moi, on en a encore besoin en Afrique. Ayant étudié dans une grande école, une école de formation professionnelle qui est l'une des meilleures à Paris, en France, et puis aller continuer sa formation professionnelle et scientifique de l'Université d'Assas, Paris 2 à l'époque, Institut français de presse et de l'information à Paris 2. Et quand on part de là, on a l'honneur, parce que en étudiant, vous savez, le système de CFJ, c'est que vous devez y habiter avec l'appui d'un organe de presse. Jeune Afrique m'a parrainé durant toute la formation. Et donc, c'était tout à fait normal que Jeune Afrique est pour moi comme mon père professionnel. J'ai tout appris là-bas. J'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas, extraordinaires. Quand je regarde les chez Benjamin, pour moi, c'est un monument. C'est-à-dire le fait de savoir que j'échangeais avec ce monsieur. Quand il m'appelait dans son bureau, j'échangeais avec lui, il me donnait des conseils. Quand je remonte à la rédaction, je suis quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, avoir rencontré ce genre de personnes, aller à partir de là, je suis aussitôt recruté à RFI. C'est pas donné à tout le monde. Faire le journal le soir, de 20h, avec des gens que j'ai côtoyés. J'ai encore des souvenirs de cette maison. Donc, pour moi, c'est des références qui sont suffisantes. Alors, lorsqu'on parle là, vous voulez que je fasse quoi? Que je rentre à la fonction publique? J'avais une idée de la fonction publique dans mes stages académiques à la radio au Cameroun. J'ai passé tous mes stages académiques à la radio, encadrés par des gens comme Jean-Vincent Chinéom, des gens comme Harry Bandolo, Joseph Massendi, c'est des gens qui m'encadraient. Donc, vous savez, lorsque vous avez été là-bas, faire le journal avec Harry Bandolo le soir, à 20h, c'est pas donné à tout le monde. Et faire des reportages circuler, sillonner le Cameroun d'un bout à l'autre. On a Nagra au dos, qui pèse 12 kilos, vous montez, vous descendez, vous transpirez, vous marchez à pied, faire un journal de 7 heures, ou les 4 heures du matin, vous marchez à pied, vous allez à la radio. C'est une image qui ne m'a pas quitté. Bon, en quittant donc l'Europe, je suis rentré avec un projet. J'ai créé la toute première maison d'édition des organes de presse institutionnelle. Ça a très bien fonctionné. Les éditions GAPS, il y a des références. Vous trouvez des livres comme le premier annuaire des travailleurs de Cameroun, qui est un document de référence exceptionnel. C'est moi qui l'ai édité. Je suis allé l'imprimer en Belgique. Vous avez Hilton Magazine, le premier numéro de Hilton Magazine sorti en 1990, qui est référence. Vous avez une plaquette de luxe
de luxe. Je n'ai pas vu l'équivalent au Cameroun. Des luxe qui s'appelle la plaquette pour le commerce agro-pastoral qui devait se tenir en 90 et en 91 et qui s'est tenue 22 ans après. J'ai mal au cœur parce que si on sort cette plaquette que j'ai éditée, que j'ai imprimée dans les industries graphiques de Toulouse, c'est pas possible. Si vous voyez cette plaquette qui est stockée dans les bâtiments souterrains de ministère de l'Agriculture au Cameroun, j'ai fait fabriquer un coffret de 200 exemplaires fait à la main, coffret 200 exemplaires numérotés de 1 à 200 pour le chef de l'État. C'est pas moi, c'était une commande du ministre John Nibangou qui était le président de la Commission nationale agro-pastorale. Lorsque le comité s'est tenu 22 ans après, je suis allé à Evolova en 2011, je vous assure que j'avais mal au cœur parce que cette plaquette que j'ai fabriquée, j'ai mis tout mon savoir de secrétaire de relations là-dedans pour sortir un document exceptionnel. Bon, c'est l'histoire. Ceux qui veulent, c'est un jour, je crois que le thème est toujours d'actualité. Sécurité alimentaire au Cameroun. On peut toujours ressortir cette plaquette si on la sort aujourd'hui et d'actualité. J'ai fait donc certaines. Si vous allez au Hilton, l'hôtel Hilton, demandez qu'on vous donne le Hilton Magazine. Vous allez voir l'écriture à la main en rouge. C'est moi, c'est mon écriture en rouge, avec un calame, stylo, c'est extraordinaire. À l'époque, je pouvais très bien. Maintenant, l'ordinateur est venu tout bousculer, je n'arrive même pas à former la lettre A. Donc, vous voyez, on a édité un certain nombre d'ouvrages pour la présidence de la République, pour la communauté urbaine, dans le gouvernement, 40 ans de la communauté urbaine. Et ça, ce sont des marques que nous avons réalisées. Et je vais vous dire, l'une des choses les meilleures que nous avons réalisées dans les éditions GAPS que j'ai créées et que j'ai dirigées, c'est quand le Cameroun part pour la première fois à la Coupe du Monde en 82. J'avais un collaborateur guinéen qui était sorti de CJ sans diplôme parce que son pays n'avait pas signé l'acte de création de CJ. Donc ceux qui étaient là, ils pouvaient suivre la formation, mais ils n'ont pas de diplôme, ils ont une attestation. Alors ce garçon brillant, je lui ai dit, viens travailler. Il est venu travailler avec moi. Il m'a dit, il m'a harcelé pendant 3 mois. Il m'a dit, faisons une plaquette pour accompagner les Lions en 82 en Espagne. Alors, fatigué de l'écouter, j'ai dit, allez, vas-y. Je lui ai donné le feu vert. Et je vous assure que ce garçon, que j'ai envie de revoir, il escaladait les ministères, le ministère des Sports, il allait à droite, à gauche, il allait dans les clubs, il a fait une plaquette. C'était le seul document qui présentait le Cameroun, qui présentait les Lions indomptables. Lorsque nous avons sorti un premier exemplaire, 5000 exemplaires, le ministre de l'époque, lorsqu'il a vu cette équipe, il me fait appeler à son bureau. Il dit, allez m'imprimer 10 000 exemplaires. Et je peux vous assurer que c'était le seul document. Et les 10 000 exemplaires, c'est-à-dire les 15 000 exemplaires, c'est-à-dire 5 000 que nous avons imprimés, qui se sont vendus le même jour, et les 10 000 exemplaires que le ministre a amenés en Espagne dans la valise, moi aujourd'hui, il faut que je passe 2 semaines ou 1 mois pour fouiller un exemplaire retrouvé dans les sacs. Ce sont des souvenirs que les éditions GAPS ont réalisées. Et je peux compter les travailleurs du Fundi, tout ça, Agroscope que nous avons créé, qui était une publication spécialisée, l'une des premières publications spécialisées dans les magazines, que j'ai encore ici. Je peux vous montrer au moins un exemplaire parce que j'ai conservé ça. Donc, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai écrit au ministère des Finances d'arrêter de me demander de payer les taxes parce que je suis harcelé par CNPS, harcelé par les impôts. Donc, nous étions une petite boîte, 15 personnes, mais qui faisaient un travail extraordinaire, sans complexe devant les maisons d'édition occidentales. Je leur ai dit, j'ai étudié chez vous, vous ne pouvez pas faire, je ne peux pas produire quelque chose en dessous de ce que vous faites. Ce que je cherche à faire, c'est de vous dépasser. Et ça, on a fait des productions qui sont des références jusqu'à aujourd'hui. Alors, par nostalgie, j'ai ressuscité cette maison progressivement qui va contribuer d'ailleurs à éditer Calam. Oui. Avec
alternative. Ben écoutez, merci. Je dois dire que nous sommes ravis. Je vous ai tout. Oui, Nous nous sommes ravis. Nous sommes ravis et je suis sûr que vos étudiants, vos collaborateurs aussi, parce qu'on on a remarqué que vous, contrairement, on peut le dire ici, contrairement à une certaine catégorie, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui sont parfois de votre génération, on vous a vu vous laisser entourer par de la jeunesse chez Humanitarian, c'est Humanitarian TV. Et vraiment, Humanitarian TV, mais je préfère qu'on appelle toujours HTV. HTV, je voilà. préfère toujours HTV. Je me suis bagarré avec le promoteur qui veut Humanitarian TV. Je lui ai dit qu'en ce qui concerne les titres des médias, oui, plus c'est long, plus c'est compliqué à utiliser. Alors, je l'ai convaincu, même les papiers en tête, c'est HTV. HTV. Tout à fait, la preuve, je n'arrive pas à prononcer. Et pourtant, j'ai vu vos vidéos et puis j'ai apprécié la jeunesse qui vous entoure dans ce projet-là. Mais alors, très sincèrement, avec toute l'équipe GIAF TV, nous avons suivi vos vidéos. Félicitations. Et que les gens, que les autres vous suivent, vous emboîtent le pas. Parce que quand on voit l'actualité camerounaise, que nous allons tout à l'heure d'ailleurs aborder avec ce qui se passe au sommet de notre Parlement, on a envie de se demander comment vous faites-vous pour continuer à rester dans ce pays-là, pendant que tous ceux-là qui sont... Qu'est-ce que vous avez contre nos deux présidents réélus On va en parler de toute façon. Mais félicitations encore pour cette jeunesse que vous continuez à encadrer et que vous mettez aux affaires parce que vous comptez sur elle, parce que vous croyez en elle. C'est très, très rare de plus en plus dans notre pays. Merci. Alors, vous savez, je voudrais sortir par là avec votre permission. Bien sûr, un jour, j'avais eu l'honneur d'être invité par quelqu'un que j'admire beaucoup, Jean-Pierre Ndiaye, qui était chroniqueur à Jeune Afrique, et il est vivant, Dieu merci, qui a échangé beaucoup avec Senghor, qui a décliné l'offre de Senghor d'être ministre de l'Éducation nationale au Sénégal, et qui est resté jusqu'ici un très très grand ami à Béchi Benyamin. C'est le seul qui appelait Béchi à la façon BBY. C'est le seul qui pouvait le tutoyer, c'est le seul qui pouvait lui dire des choses en face qu'un rédacteur, même un directeur, comme moi, un rédacteur en chef, ne pouvait dire à Béchi Benyamin. Mais il appelait BBY. Alors, Jean-Pierre Ndiaye m'a accepté autour de lui, et il m'appelait toujours boy, il m'a dit, vous, la jeunesse africaine, arrêtez de grandir dans les résistances, il faut travailler. Et un jour, quand il sera au Cameroun, je travaillais déjà au Cameroun, il est invité par un de ses amis qui a couvert sa soutenance à Marie Jussieu, Marie et Pierre Curie à Paris 7. Et il a couvert sa soutenance là pour le compte de Jeune Afrique. Et lorsqu'il est invité au Cameroun, il ramène un article que j'avais écrit et puis je lui dis, s'il te plaît, Jean-Pierre, viens à l'ESTIC, viens faire une conférence à l'ESTIC. Et les étudiants vont te voir, ceux qui ne t'ont jamais lu vont te voir, et les professeurs qui sont d'acquis, certains ont grandi intellectuellement avec tes écrits, ils seront contents de te voir. Il m'a dit, je vais venir. La dernière minute, il a empêché, et quand il m'écrit une lettre, il me dit, j'ai lu un article que vous avez écrit dans un magazine, vous avez fait un reportage autour d'un jeune qui vend des petites choses et qui a vu son chiffre d'affaires progresser progressivement, et puis lui également, il réaménageait son train de vie en fonction de ça. J'ai vu avec quelle insistance tu voulais que je vienne parler aux étudiants à l'ESTIC. Cet intérêt que tu portes aux jeunes, il faut continuer. Suis-les. Accorde ton temps aux jeunes. Chaque fois que tu peux aider un jeune, il faut lui consacrer du temps, il faut les écouter. Et il termine sa phrase sur une lettre de 8 pages, hein, sur un format A4, manuscrit. Il termine en disant, ces jeunes-là seront aux témoins de ton passage sur terre. Vous vous rendez compte d'une phrase comme celle-là? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque j'ai envie d'arrêter d'enseigner, je vois comment les jeunes, ils m'écrivent, ils m'appellent, ils viennent me voir au bureau, ils viennent me voir à la maison.
ça me touche profondément et je n'ai pas envie de le laisser. L'une des dispositions que j'avais aménagées avec le producteur de HTV, c'est que si je recrute à la rédaction quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, ça suffit. Je vais prendre tous les jeunes qui sortent de l'école. Il faut qu'on leur donne la chance de travailler, puis qu'ils aient une expérience professionnelle. Je l'ai fait. Je l'ai fait même au groupe Anecdote de travailler. Je l'ai fait là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai recruté mes étudiants. Je n'ai recruté que mes étudiants. Et HTV, mais lorsque vous entrez à la rédaction de HTV, vous avez l'impression que c'est un jardin d'enfants. C'est des enfants. Et ils grandissent avec le métier. Le seul fait de me voir là-bas, doivent fournir le meilleur d'eux-mêmes pour que je puisse apprécier et que je sois content. Voilà la manière à moi de m'intéresser aux gens. Et voilà, donc c'est un choix qui n'est pas hasardeux, voyez-vous. Merci vraiment pour cet élogieux souvenir de vous, de votre parcours que vous avez choisi de partager avec nous et nos téléspectateurs. Je pense qu'ils sont nombreux qui vont comprendre enfin que lorsque on est autant couru comme vous, c'est parce qu'on a travaillé dur pendant toutes ces années-là, que seul le travail paye. Mais merci beaucoup pour avoir accepté, alors que vous en étiez opposé, de partager avec nous un tout petit peu de votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Alors, monsieur Xavier Messier, évidemment que vos années d'expérience ont des chiffres qui détonnent. Vous avez forcément une expérience qui est corrélée à un nombre d'entretiens, à la fois avec des chefs d'État, avec des scientifiques, avec des businessmen, dont des hommes d'affaires. Lesquels, dans ces catégories-là, auront été pour vous les plus difficiles à interviewer? Les présidents, les ministres, les businessmen, les scientifiques? Ben, je vais vous dire une chose. Contrairement à ce qu'on pense, les chefs d'État, c'est la catégorie des personnes les plus humbles. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas humbles. Le plus difficile, c'est d'accéder à un chef d'État. Les différents cordons de sécurité qu'il y a autour de lui, que ce soit le protocole ou la sécurité pure, ce sont ces cordons-là qui sont parfois impénétrables. Mais lorsque vous avez accédé à ce chef d'État, vous voyez que ce sont des gens humbles. Ce sont des gens qui ont même envie de rencontrer des personnes extérieures pour leur apporter de l'information de l'extérieur. Mais vous dire lequel a été plus facile ou plus difficile, je peux vous dire que il y a des chefs d'État qu'on rencontre ou qu'on rencontrait avec beaucoup de facilité. J'en ai rencontré deux du Burkina Faso, avec une très grande simplicité, avec une facilité extraordinaire. Le dernier que j'avais rencontré, c'est naturellement Sankara, avec mon ami Senem qui était de Madagascar, avec Mohamed Maïga, qui était mon collègue, et dont la fille, elle survole maintenant les plateaux de théâtre et de cinéma en France. Je suis, quand Maïga a disparu, cette fille était très jeune. Donc, deux présidents de Burkina Faso, c'était des gens faciles à rencontrer, c'était comme des amis. J'ai rencontré également trois présidents de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, ce n'étaient pas des gens compliqués, c'est des gens extrêmement faciles à rencontrer. J'ai rencontré des présidents à l'époque de Burundi, deux présidents de Burundi, qui m'ont reçu l'un après l'autre. Chaque fois que j'y allais, c'est vrai, j'ai été reçu. Je n'ai pas la chance de rencontrer Kagame, mais son prédécesseur recevait chaque fois, parfois, c'est 4 heures d'entretien. 4 heures d'entretien. J'ai rencontré le président Obote en Ouganda, oui. Le président Patassé en Centrafrique, le président Bozizé, le président du Tchad m'a reçu 3 ou 4 fois.
3 ou 4 fois. Au Niger, j'avais rencontré Sékou Touré, j'ai rencontré Kérékou. Bénin, avec qui j'ai eu des échanges vraiment chaleureux. J'ai eu également des échanges vraiment extraordinaires avec le feu président Mobutu. Donc, si vous voulez, du monde, hein? On peut... Pardon? Je dis du beau monde, hein, que vous avez rencontré pendant toute votre carrière. Ça c'est au niveau du chef d'État. Bon, j'ai été 2 fois invité par le prince héritier de Monaco parce que je lui avais fait une interview quand j'étais à Jeune Afrique. J'avais écrit un article sur la principauté de Monaco et puis il était tellement touché par ce côté-là. Il m'a laissé une invitation. J'ai demandé à mon rédacteur en chef, c'est Seydou Diallo, Guinée, si je pouvais me rendre à Monaco. Il a marqué son accord et puis on m'a demandé si je voulais prendre l'avion, le train ou la route. Monaco, c'est Monaco qui demande. Ça, j'ai choisi le train pour regarder le beau monde. J'ai passé une semaine invité par le prince héritier de Monaco, qui m'a accordé 2 heures d'entretien. 2 heures. Wow. J'étais content de rencontrer des jeunes filles comme Caroline, Stéphanie, Albert, avec qui j'ai eu des entretiens. L'année qui suivait, le prince héritier, j'étais invité à assister au rallye de Monte-Carlo. J'étais son invité personnel. Vous savez, assis à côté du prince héritier, grâce de Monaco est là, on va au rocher, où Caroline l'aînée nous sert du champagne sur la demande du prince. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier, c'est des moments, mais tout ça c'est lié à la profession. Je ne peux pas dire que si je n'avais pas été journaliste quelque peu apprécié, je n'aurais pas rencontré ce genre-là, mais ça c'est au niveau des chefs d'État, mais je peux vous assurer que le monde scientifique, lorsque vous avez passé 3 jours avec Cheikh Ndébé Diarra, c'est des choses extraordinaires. J'ai été invité au Qatar pour le Qatar qui organise la nouvelle fonds d'éducation. Lorsqu'on s'est retrouvé là-bas, je suis allé au Qatar 3 fois, et lorsqu'on s'est retrouvé à une édition avec Cheikh Ndébé Diarra qui devait faire une conférence, je vous assure que lorsqu'il termine sa conférence devant 1500 invités venant du monde entier, le fondateur de Facebook, le fondateur de Wikileaks, vous voyez tous ce gens-là, de Wikipédia, je vais dire, parce que vous voyez tout ce monde-là, vous échangez avec eux, ils sont d'une simplicité. Je me retrouve avec le fondateur de Facebook assis à côte en train de manger en se tapant sur les cuisses, en bavardant. Vous savez, c'est un monde, quand vous les rencontrez, c'est des gens simples, mais le plus difficile, c'est les amis. Alors, le plus convivial, c'est que l'autre, pendant les cocktails, on ne confine pas les grands d'un côté et les petits de l'autre côté. Non! Vous voyez, je vous parlais de ce monsieur qui vient et demande de quel pays vous êtes du Cameroun, mais tiens, je peux m'asseoir, il s'assoit, vous commencez à discuter. Et puis, lorsque je m'approche de Gordon Brown, qui venait de faire une conférence extraordinaire à Doha, et qui a fait pleurer des gens, et raconter la vie des gens misérables en Afrique, comment des enfants attrapaient le sida, qui attrapaient le sida parce que les parents les confiaient aux riches qui n'ont pas de scrupules. Ça faisait pleurer. Alors, je vais à côté de Gordon Brown, ancien premier ministre britannique. Je vais faire une photo avec vous, c'est bien ce que vous avez dit. Faire des photos, on échange, des cartes de visite. Oui, pour moi, c'est des choses tellement intéressantes que j'ai dit, ça meuble la carrière d'un journaliste. Ça meuble, ce n'est pas, vous ne le faites pas pour une gloire. Lorsque vous n'avez pas un carnet d'adresse, lorsque vous n'avez pas ce genre de rencontre, c'est que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Il faut avoir la chance. Il faut avoir la chance. C'est ça qui contribue
à meubler, n'est-ce pas, votre existence professionnelle. Vous savez, lorsque vous êtes invité à Pékin, vous avez une rencontre avec Xi Jinping. J'ai été invité 4 fois, non, 5 fois à Pékin. Des voyages organisés, vous rencontrez des chefs d'État, vous rencontrez les membres du bureau politique du Parti communiste chinois, avec lesquels vous avez des échanges, vous rencontrez des universitaires qui vous parlent de la vision futuriste de la Chine, un professeur d'université qui vous dit que nous sommes en train de travailler, la Chine a 70 millions de pauvres. Et nous, à l'université, dans tel laboratoire, nous sommes en train de travailler pour que d'ici 20 ans, il n'y ait plus un pauvre en Chine. Ils ont localisé, ils ont identifié cette classe de gens pauvres. Et ce sont des gens qui travaillent sur programmation. Pourquoi ils vous disent ça? Ils vous disent ça pour que vous puissiez être, comment c'est, des rapporteurs dans vos pays. Ils vous donnent des exemples, qu'est-ce qu'ils font, la coopération, et vous savez, nos pays africains sont pratiquement pris en otage par les pays occidentaux qui ne donnent pas la possibilité aux scientifiques, aux hommes politiques, aux chercheurs d'avoir accès à cette catégorie de personnes dont ils peuvent s'inspirer pour développer le pays. Ça fait très mal. Ça fait tellement mal parce que quand vous allez... Oui? Oui, vraiment. Mais merci encore une fois de plus. C'est assez intense. C'est assez intense. Merci de partager avec nous vos fabuleux moments professionnels. Vous avez voulu que je parle. C'est très intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Mais alors, dites-nous, monsieur Messé, il y a sûrement des choses qui n'ont pas été faites. Quelles sont celles-là qui, de votre point de vue, manquent à l'appel, malgré toutes ces années d'expérience? Ce qui manque à l'appel. Oui, à l'appel. C'est-à-dire des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas pu faire. Quelles sont-elles? Et pourquoi? Vous savez, je me pose encore la question de savoir si j'aurais dû abandonner les éditions GATS. Il y avait la jeunesse, parce que je ne résistais pas, je ne supportais pas, comment c'est, le moins d'obstacles. Parce qu'avant d'engager quelque chose, je sais que j'ai mûrement réfléchi, j'ai fait des études pour réaliser telle chose. Et lorsque vous affrontez un obstacle, et le jour que je décide de laisser suspendre les activités de garde, c'était pas seulement les impôts. Les impôts, on peut discuter avec des gens. Et la seule personne peut discuter avec des gens et résoudre des problèmes. Mais lorsque vous avez des personnes malveillantes, par jalousie, s'organisent, vous voyez comment elles s'organisent pour vous faire du mal. Pour vous faire du mal, c'est-à-dire pour rien. On vous crée des problèmes. On est jaloux de vos installations. On est jaloux de vos revenus. On est jaloux de vos réalisations. Et vous voyez comment les gens s'organisent pour vous créer des problèmes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous abandonnez des projets éditoriaux très importants. Ça fait très mal. Et à la fin, vous vous demandez, mais pourquoi? Parce que si vous étiez, si vous nous avez rendu visite à la fin des années 80, début des années 90, vous voyez nos installations à Denis Kennedy. Vous voyez, vous rentrez dans le bureau. Vous voyez ce que je faisais, les collaborateurs. Le secrétaire était une nourricienne, assistante. Et vous voyez nos réalisations de qualité. Je me souviens de cette phrase lorsque je m'en vais réaliser un ouvrage à Stuttgart, à côté de Bruxelles. Lorsque je déroule les films, Graphicon, l'imprimeur s'appelle Graphicon. Le directeur général de cette imprimerie, que je ne dirai jamais Christian, mais il me demande, ça a été fabriqué, ou ça a été monté, ou ça a été réalisé. Je ne viens qu'avec des films. Je lui dis, au Cameroun. Il me dit, en Afrique, j'ai dit oui. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Lorsque le directeur général
de Hilton Yaoundé demande à son collègue de Hilton Avenue Suffren à Paris. Il dit, j'ai demandé à un Camerounais de venir fabriquer le premier magazine. Il est en Europe. Avant de réceptionner ça, envoyer quelqu'un aller voir la qualité. Si elle n'est pas bonne, on n'embarque pas ça. On m'envoie une charmante fille, je me demande pourquoi je ne lui avais pas fait la pause. Elle est très jolie. Et elle s'appelle Guyana Mary, et qu'elle vient me trouver dans mes ateliers en train de parler. Je dis, mais madame, asseyez-vous. Bref, lorsque elle embarque, donne l'ouvrage, elle arrive, le directeur général de Hilton Suffren, l'avenue Suffren, non loin de la Tour Eiffel, me reçoit dans son bureau. Il me dit, monsieur, c'est vous qui avez réalisé ça? Je dis, oui. Il me dit, mais moi, je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas ça. Il appelle son collègue. Il dit, vous avez la chance. Non, mais je mets tout ça dans le compte de la vie. Je me souviens, il y a quelqu'un, une personnalité camerounaise qui nous a quittés il y a cela quelques années. Lorsque je me plaignais de ce harcèlement inutile, vraiment, je ne savais pas d'où ça venait. Enfin, je savais d'où ça venait, mais je ne savais pas pour quelle raison. Alors, cette personnalité m'a dit, écoute, mais la vie est faite des moments heureux et des moments malheureux, des moments difficiles, des moments de joie. Imaginez-vous, mais c'est qu'une vie est plate. Vous appuyez sur un bouton, vous apporte un sac d'argent, vous appuyez sur un bouton, vous apporte un plateau de nourriture et vous allez vous ennuyer. Mais le point est que chaque fois que vous êtes en face d'une difficulté, battez-vous pour remonter la pente. Et ça, c'est des paroles que je n'oublierai jamais. J'ai considéré ça comme ces instants de vie où le moment, vous oubliez le moment heureux, vous ne vous attardez que sur les moments compliqués. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est que, pour répondre encore à votre question, c'est que quels sont les projets que j'ai pas réalisés. Je vais vous dire que à ce jour, pour moi, ça relève du passé. Je vais réorganiser cela. Si j'ai du temps et si j'ai des forces, je vais réorganiser ça comme je pourrais. Mais ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est que j'ai 3 projets éditoriaux qui sont en chantier et que les gens attendent ça énormément. Rappelez-vous, quand vous lisiez Mutation, vous avez vu pendant près de 13 ans la page 3, tous les mercredis, la page 3 des Mutations, tous les mercredis, j'ai publié des carnets de voyage sous le titre de bloc-notes. Alors, j'ai fait une compilation de bloc-notes en recueil. Le premier volume me fait 800 pages en format A4. Le deuxième volume fait 1200 pages en format A4. Voilà à peu près le bloc-notes en termes de chronique. Les notes de voyage de la lycée, des choses vues par-ci et vues par-là. Ça me fait à peu près 4 volumes en format poche que je pourrais utiliser. Ça, c'est prêt à 60%. Je suis dans la relecture. J'ai des enquêtes de journalistes. Vous savez, lorsque vous voyagez, vous êtes un journaliste, vous voyagez énormément. Ce qui a toujours été mon cas. Il était difficile que je passe un an. C'est depuis qu'il y a le coronavirus que j'ai pas pris l'avion. C'était difficile pour moi de passer 3 mois sans être dans un avion. En Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. C'est tout le temps que je suis parti. Le seul mois d'octobre, enfin, les 3 derniers mois de l'année 2019, j'ai fait un voyage en Europe centrale. J'ai fait un voyage en Russie. J'ai fait un voyage en Égypte, j'ai fait un voyage au Maroc, 4 voyages entre octobre et décembre. Et la seule année que j'ai passée sur place sans bouger, c'est 2020. Et donc, avec le plus long voyage, c'est Douala et Yaoundé. Alors, donc, je me dis, tout cela, j'ai fait une compilation. Je publie un livre d'enquête, c'est-à-dire des choses que j'ai vu, que j'ai entendu durant mes voyages et que je n'ai pas pu écrire compte tenu des contraintes du temps et compte tenu de l'espace que le journal vous donne ou la télévision vous donne. Mais à ce moment-là, vous êtes dégagé des contraintes rédactionnelles dans le salle de rédaction, vous êtes dégagé des contraintes d'espace, calibrage, mais vous êtes libre de publier un livre, ce qu'on peut appeler dans
le vocabulaire éditorial, on appelle ça le livre de journaliste. Donc, je suis en train de le mettre, ça me fait un troisième projet. Le quatrième projet, le troisième projet, c'est le centre de perfectionnement des cycles. Si Dieu veut, en octobre, on est en train d'équiper, mettre les machines, faire des aménagements, des salles de travaux. Il y a déjà la télé, peut-être la venir, qui fait que si ce projet-là se réalise, il y a une partie, puisque la télé marche, puisque le journal est prêt à 90%. Moi, je n'aurai aucun regret. Aucun. D'accord, Voilà. c'est noté. C'est noté. Donc, nous vous souhaitons effectivement beaucoup de chance et de succès dans ces projets également à venir. Et nous notons surtout, en vous écoutant, que vous êtes dans le processus qui est souvent demandé à ceux comme vous qui avez accumulé autant d'expérience, c'est-à-dire un processus qui consiste en fait à écrire des mémoires. C'est aussi ça qu'on entend dans ce que vous nous dites. Malheureusement, ils sont peu nombreux. Je ne sais pas si c'est des mémoires, parce que j'ai parlé de mes blocs-notes, hein, c'est-à-dire ce que je vois en voyageant. Oui. J'ai parlé des enquêtes de journalistes que je n'ai pas pu publier. D'accord. Que je n'ai pas pu publier. Les mémoires, et puis les étudiants me réclament de leur faire des livres de cours. Et comment est-ce que je pourrais faire tout ça? Je vois pas. Bon, ouais. Si j'avais de l'énergie, un secrétariat bon, bien efficace, je leur dirais, hein, je parle, vous prenez des notes et vous sortez un livre, je cite. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se fait en général aussi. Mais écoutez, c'est bien noté. Mais, alors, vous savez, messieurs, on vous a écouté revenir sur ces grandes personnalités du monde que vous avez rencontrées. Et on a également lu chez vous aucun regret de n'avoir pas été reçu par le président de la République du Cameroun. Mais est-ce que vous comprenez quand même cette opinion qui s'insurge de ce que le président Paul Biya, le président du Cameroun, ne soit ouvert aux journalistes que lorsque ses homologues étrangers sont de passage au Cameroun?